Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On se fait une toile, la chaîne dédiée au cinéma hollywoodien de la grande époque. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, car pour les habitués et peut-être pour vous qui découvrez cette chaîne, j'essaye de vous proposer un film une fois par semaine à peu près. Et donc cette semaine je vais vous proposer un film d'aventure de 1950 réalisé par Compton Bennett et Andrew Marton, deux illustres inconnus. Mais bon, ce qui compte ici c'est pas forcément les réalisateurs, c'est plutôt le contexte et c'est surtout les interprètes, parce qu'on va avoir affaire à Stewart Granger et Deborah Kerr, deux personnalités que nous n'avons pas encore abordées sur cette chaîne, et donc je suis heureux de vous présenter Les Mines du Roi Salomon. Into the strange and wild interior of darkest Africa, Metro-Goldwyn-Mayer sent a motion picture company on safari. Here in its original setting, where no white woman had ever been before, was filmed the story of primitive savagery, of incredible danger. Solomon's mine. Alors l'histoire, c'est à la fin du 19e siècle, en Afrique noire, une Anglaise engage le guide de chasse Alan Quatermain pour monter une expédition à la recherche de son mari disparu depuis 2 ans. Celui-ci est parti vers les contrées inexplorées à la recherche des mythiques mines du roi Salomon, les fabuleuses mines de diamants. Alors pour les critiques, déjà je peux vous dire que ce film obtient l'honorable note de 3,1 sur 5 sur le site Allociné. Cette fois-ci, il y a quand même pas mal un beau panel de critiques, et l'une des plus négatives nous dit que malgré la splendeur des paysages africains et le charisme du duo Deborah Kerr-Stewart Granger, le film n'a pas réussi à me captiver. La faute a une mise en scène lourde, loin de la légèreté des chefs-d'œuvre comme Scaramouche par exemple, et totalement impersonnelle. Les rebondissements ne sont pas extraordinaires et un peu d'humour n'aurait pas nui à l'ensemble. Ensuite, on trouve donc aussi de très bonnes critiques, et d'ailleurs une qui est notée 5 sur 5, et elle nous dit que c'est un superbe film d'aventure dans la tradition du genre, des paysages magnifiques et un exotisme dépaysant. Tous les ingrédients sont là, et on apprécie le talent avec lequel le film nous est offert en fait. Et Stewart Granger, viril, Deborah Kerr, toujours aussi resplendissante, forment un couple glamour comme il se doit. Alors le scénario, lui, est efficace, car il creuse son sillon tout au long de cette histoire d'une belle façon. Sans doute l'un des meilleurs films du genre et de l'âge d'or. Alors, et moi, me direz-vous, eh bien, si je vous présente le film, vous vous attendez à ce que je vous donne une critique, ou en tout cas que je fasse que des éloges sur ce film. Eh bien, détrompez-vous. Pour moi, c'est un film d'aventure de notre enfance par excellence, ça c'est certain. Et l'un des films qui reste le plus dans notre esprit lorsqu'on le découvre étant jeune. Et pourtant aujourd'hui, il paraît bien lisse ce film. L'action est quasiment inexistante. Quand je parle d'action, je parle de l'histoire principalement, le déroulé. Et certes, on va parcourir des contrées lointaines d'Afrique à la recherche d'un homme. On suit cette caravane où seule l'héroïne
est chahutée par la nature hostile. Serpents, panthères, araignées, bref. Elle trébuche. Après, les hommes sont forts, ils sont là, ils n'ont pas peur. Bon. Et la scène la plus marquante, en fait, de cette virée, eh ben, c'est quand elle se coupe les cheveux. Alors, j'exagère un peu, bien sûr. À l'époque, le film a fait son petit effet, mais aujourd'hui, bah, en fait, on est sur c'est une belle carte postale, c'est une bonne pub d'une agence de tourisme. Voir une balade dans les réserves pour côtoyer et mettre en avant les animaux sauvages. Bon, preuve que le film est d'une autre époque, d'ailleurs. La scène d'ouverture, qui donne le ton, si je puis dire. On y voit de riches Anglais en safari, ils tuent un éléphant. Et dans la scène d'après, on retrouve ces mêmes Anglais sur une pirogue avec les défenses du mammifère trônant à leurs pieds. Donc voilà, on est dans une autre époque, comme je vous dis. Après, il y a bien sûr le charme de Deborah Kerr, excellente actrice, qui a une filmographie incroyable. J'espère qu'on aura l'occasion de parler d'elle pour d'autres films, parce qu'elle en a fait des très bons. Elle a joué avec les plus grands réalisateurs, les plus grands acteurs. Donc il y a de quoi s'attarder sur cette petite carrière. Et après, il y a le beau Stewart Granger, usant de son charme naturel. Mais en fait, il y a surtout les tribus, les danses, les villages, les paysages, bref, tout le folklore. Et ben, c'est ça qu'on retient du film, en fait. Naturellement, les moyens pour tourner ce film en extérieur, en décor naturel, ben, à mon avis, ça a dû être éprouvant pour les acteurs et pour les équipes techniques, et très certainement difficile. Alors, il faut rester un tant soit peu indulgent vis-à-vis de ce film et essayer de retrouver son âme d'enfant pour prendre un certain plaisir à son visionnage. Voilà la petite rubrique des petits plus. Et le premier film des aventures d'Alan Quatermain avait été réalisé en 1937. Mais la MGM avait déjà tenté précédemment d'envoyer une équipe tourner en Afrique. C'était pour le film Trader Horn de W.S. Van Dyke en 1931. Le voyage avait duré une année entière, coûtant une fortune. Et le film est sorti en pleine dépression, et ben il a été un échec. Donc il aura fallu attendre presque 20 ans pour que l'aventure soit de nouveau retentée et ce départ en Afrique soit retenté. Le film a été tourné donc en Congo, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, avec quelques scènes additionnelles tournées dans les parcs nationaux américains, notamment la scène de la grotte et les images qui ont été tournées aussi dans le désert. Il y a beaucoup de scènes, enfin beaucoup d'images qui ont été récupérées pour des films qui vont suivre, et notamment Mogambo de John Ford. On aura peut-être l'occasion de parler de ce film sur cette chaîne, pourquoi pas. Le film s'appuie quand même sur quelques éléments véritables, on va dire. Par exemple, la danse de cérémonie dans le village de Umbopa est connue sous le nom de la danse du lion, Tutsi, et elle est toujours pratiquée. On peut dire aussi que Stewart Granger parle le vrai Kiswahili dans le film avec une prononciation marginalement bonne. C'est très différent aussi des autres films de safari de l'époque. Par exemple, on va revenir sur Mogambo et le fameux rôle de Clark Gable, où lui ne fait aucun effort pour parler dialecte correctement. Lui, sa présence lui suffit au film. C'est Clark Gable, donc il n'a pas besoin de faire d'efforts pour parler différemment. Bref, le film offre un regard assez approfondi sur la culture indigène en employant des villages existants, en utilisant des figurants recrutés localement. C'était d'ailleurs la première fois que la tribu de Watutsi se laissait filmer d'ailleurs. Comme on peut l'imaginer, les exigences logistiques pour tourner en Afrique étaient énormes. Il avait par exemple 60 000 livres d'équipements qui ont dû être expédiés à Mombasa, y compris 7 camions spécialement construits. Et sur le plateau, les acteurs et les actrices, enfin et les équipes, ont souffert d'une chaleur étouffante, de dysenterie, de paludisme, de fièvre, les serpents, on n'en parle même pas, et les mouches tsetse. Donc, comme je disais un petit peu plus tôt, effectivement, il faut rendre à César ce qui est à César et ne pas trop juger ce film d'un seul bloc.
Pour Stewart Granger, c'est son premier rôle à la MGM. C'est un acteur anglais, il avait déjà joué pas mal de films en Angleterre et il arrive à Hollywood et il a signé un contrat exclusif avec la MGM et il a tourné avec ce studio jusqu'en 1957. À savoir qu'au départ, c'était Errol Flynn qui devait jouer le rôle d'Alan Quaterman et il n'a pas pu parce qu'il était sur le tournage du film Kim. Le personnage de Deborah Kerr est une invention scénaristique. Elle n'apparaît pas dans le roman. Dans le roman initial. Il n'y a pas de personnage féminin important dans ce livre. Cependant, on peut dire que ce film aurait manqué un petit peu de piquant si elle n'avait pas été là. Cette présence féminine est quand même assez importante dans le film. Elle a décroché ce rôle un peu presque par inadvertance parce que en fait elle voulait faire le film African Queen, vous savez, la reine africaine, on a déjà parlé sur cette chaîne. Et donc quand elle a été voir le chef de production de la MGM, elle lui a dit moi je suis intéressé. Il lui a dit ouais mais c'est bien gentil mais nous on n'a pas les droits de ce film. C'est la Warner qui a les droits et donc par contre si tu veux j'ai un autre scénario de côté qui se passe en Afrique et je peux te proposer le rôle. La voilà qui se retrouve aux côtés de Stewart Granger dans Les Mines du Roi Salomon. Alors est-ce que je dois vraiment mentionner cette scène du début du film où un éléphant est abattu? Malheureusement cette scène est authentique mais ce n'est pas lors d'un grand tournage, c'était dans l'un des parcs animalier d'Afrique de l'Est, où aussi incroyable que ça peut paraître, au XXe siècle, il y avait trop d'éléphants pour l'environnement. Et donc, certains ont dû être abattus par des chasseurs professionnels. Ce à quoi personne ne s'attendait lorsqu'ils ont tourné, c'est ce que, et d'ailleurs ça n'a jamais été retourné depuis, c'est que quand ils ont tué l'éléphant, eh bien il y a tout le groupe qui est venu et qui ont essayé de venir aider leurs compagnons à se redresser et à le soutenir. C'est une scène assez percutante, assez émouvante dans ce film, et assez dérangeante je dirais d'ailleurs. Bon, pour finir sur une note un peu plus légère, on parle de la scène dans laquelle Deborah Kerr se coupe les cheveux. Alors, elle s'allonge au soleil après sur un rocher avec une coiffure magnifiquement coiffée, les reflets roux. Cette scène a suscité de tels rires lors de la première projection du film que les producteurs ont débattu sur la suppression de cette scène en fait. Cependant ils n'avaient rien trouvé d'autre comme moyen d'expliquer le changement de coiffure de Deborah Kerr entre ses cheveux longs et ensuite les cheveux courts, donc du coup ils l'ont gardé intact. Et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le film. Et il faut bien avouer que Deborah Kerr dans cette scène est juste splendide. Elle n'est pas sans rappeler cette fameuse scène de la plage dans Tant qu'il y aura des hommes. Donc voilà. Alors le film, pour conclure, eh bien, il a en quelque sorte marqué un tournant dans les films d'aventure, malgré tout. Car il a été tourné très largement en décor naturel, les images en Technicolor sont juste superbes et souvent impressionnantes. Mêlant habilement l'aspect presque documentaire, avec des plans d'animaux sauvages, et à l'histoire de cette expédition en fait. Le film a ouvert de nouveaux horizons au public et d'ailleurs il fut un très grand succès à sa sortie. Bon, il a perdu un peu de sa magie, un peu de sa splendeur comme je disais un petit peu plus haut. Aujourd'hui on est largement gavé d'images synthétiques alors que lui, grâce à son subtil mélange d'aventure et d'exotisme, reste une belle preuve de cinéma authentique. Je pense que ce film aurait pris une autre dimension si un vrai réalisateur comme, je ne sais pas, je vais nommer Hathaway, pourquoi pas, mais vraiment un réalisateur, même peut-être Hanks, avait pris ce film, on va dire, à sa charge, peut-être qu'on aurait eu une dimension supplémentaire. Peut-être qu'il y aurait eu des images un petit peu différentes, je ne sais pas, ça c'est de la spéculation, mais voilà, le fait d'avoir deux illustres inconnus, alors un qui a abandonné le projet parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec Stewart Granger, et Stewart Granger a mis la pression pour qu'il s'en aille, donc il y en a un deuxième qui a pris le relais, qui était l'assistant réalisateur qui a pris le relais, et bon voilà. Malheureusement, ça manque d'un grand réalisateur, et ce film aura été mythique au-delà de tout, quoi. Alors voilà, c'est déjà terminé pour ces mines du roi Salomon. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Dites-moi dans vos commentaires si vous me rejoignez sur mon analyse ou sur mes critiques.
Et puis, si c'est pas le cas, si pour vous c'est un indémodable ou un incontournable, bah, dites-le moi aussi. Ça mettra du sel, on va dire, à ces petites vidéos. J'espère que vous retrouvez nombreux la semaine prochaine pour le prochain film. Je ne sais pas encore quel film sera mis en avant. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, passez une bonne semaine, bonne toile, bon film et à bientôt. Ciao, ciao.